Bonjour, je m'appelle Sirpa Malama, je suis coach de vie et d'affaires à La Réunion et aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon entreprise. Plutôt 7 ans et un jour et je fais cette vidéo vraiment pour faire un bilan de ce que j'ai pu vivre en tant qu'entrepreneur, en tant que coach également, que ce soit le mauvais, le bon, un peu le moins bon et l'excellent également. Cette vidéo, elle se tourne vraiment de manière la plus brute possible, puisque c'est une interview que je mène moi pour moi-même pour documenter ce que je fais et je vous le partage puisque ça permettra à d'autres personnes, je pense, d'avoir un élan ou alors des données pour les permettre d'aller plus vite. Si j'avais du contenu comme ça quand il y a 7 ans, j'aurais été plus que ravi. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai cherché dans des livres, j'ai essayé de m'orienter et de prendre des mentors. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance est tellement disponible sur le marché avec les intelligences artificielles, avec tout ce qui est les réseaux sociaux, ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. J'ai eu la chance d'accompagner des entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises et ces dirigeants que je coach vont de plus en plus vite. J'ai tendance à dire, pour, pour les garder au niveau, leur dire que, en fait, plus ils progressent, plus moi je suis obligé de continuer à m'élever et de faire des choses nouvelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui existe sur YouTube, Instagram, etc. Mais finalement, je trouve qu'il y a très peu de juste je m'assois et je vous dis ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai programmé mon assistant pour qu'il me donne 20 questions plus 5 questions que des abonnés ont posées. Et nous allons tout de suite démarrer avec la première question. C'est 7 ans plus tard, pourquoi avoir eu envie de faire cette interview aujourd'hui, cette interview de soi-même? En fait, ça permet de m'expliquer également sur l'idée de il y a un bilan à faire. J'ai fait ce bilan il y a 2 ans, donc aux 5 ans des entreprises, parce qu'on dit qu'au bout de 5 ans, une entreprise ferme, la mienne, elle a tenu le choc. Euh, des années sans chiffre d'affaires, je dois l'avouer. Des années avec très peu. Et quand ça a commencé, ça ne s'est jamais arrêté après. Au bout de 7 ans, il y a une espèce de cycle qui s'opère. 7, c'est un très bon chiffre. Et on s'est dit, tiens, j'ai envie de passer à autre chose. En plus, ces 7 ans-là commencent avec le fait que ma femme, ça fait 1 an maintenant qu'elle a ouvert son activité. Et je vais fêter quelques anniversaires comme ça là d'entreprise. On fête nos anniversaires individuellement, mais on ne fête pas les anniversaires des entreprises. C'est étrange, n'est-ce pas? Pourtant, ça reste quelque part un bébé que nous avons. Donc pourquoi au bout de 7 ans j'ai envie de faire cette interview? Pour dire ce que j'ai besoin de dire pour moi-même, pour créer du contenu, parce que c'est un contenu que je vais découper et j'ai fait des shorts sur YouTube, etc. Sur Instagram également. Et ça me permet également de donner des informations qui sont vraiment plus précieuses sur ce que j'ai envie de faire. C'est également un marqueur temporel. J'ai des enfants aujourd'hui et ce qu'on met sur Internet ne se perd pas. Et donc, ils les verront. Ils verront qu'est-ce que papa faisait. En tout cas, ils verront que papa essayait d'aider au maximum. Et ça me fait rire parce que si vous entendrez des bruits, c'est parce que il y a mes enfants qui sont en train de me regarder tourner cette vidéo. Donc, ils auront à la fois le brut et ça. Deuxième question, c'est si on remonte au tout début, à quel moment tu t'es dit un jour j'aurai mon entreprise? Et bien, ça a été à 14 ans, 15 ans directement. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'à 14-15 ans, j'ai découvert le métier du coaching. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et que j'ai compris qu'un coach, finalement, c'est un entrepreneur, un dirigeant. Et donc, je me suis rapidement réorienté. Je voulais faire un emploi, hein, CDD, CDI, comme mes parents le faisaient avant moi. Et je me suis dit, non, ça ne me correspondra pas puisque j'ai beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de choses à donner, beaucoup trop de choses à partager. Et ce n'est pas arrogant ce que je veux dire, hein, c'est vraiment, à ce moment-là, moi, j'étais associable. Je ne fréquentais très peu de personnes, je me faisais taper dessus à l'école et je ne parlais pas forcément bien français, j'avais aucune éloquence. Au lycée, on m'a dit que j'étais beau parleur, aujourd'hui on arrive à dire que je suis éloquent et plutôt bel homme. C'est déjà une première victoire, mais l'idée, l'entreprise même, je me suis dit à 15 ans je veux avoir ma boîte. Sans savoir ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai dit que je dirigerais et j'aurais cette indépendance. Après, c'est à l'EGC, l'école de gestion et de commerce, où là, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vendre? On a eu la chance d'avoir à l'EGC un concours commercial où sur le premier tour, on doit vendre soit un service qui est connu dans une sélection qui est donnée, soit inventer une entreprise et vendre. J'ai inventé une entreprise qui s'appelait Emerald Coaching. Donc là, je vous dis ça, c'était en 2013, 2013-2014. Et j'invente une entreprise qui s'appelle Emerald Coaching qui a pour but de vendre des services de coaching.
Et l'univers est tellement bien fait que quand vous avez décidé de faire quelque chose, il vous met en face de la bonne personne, puisqu'à cet instant-là, je me retrouvais en face de la personne qui allait devenir 4 ans plus tard mon premier mentor. Donc je lui vendais ce service, il regardait en souriant, j'ai une bonne note, je suis parti au deuxième tour, j'ai perdu au deuxième tour parce qu'il fallait vendre du coaching sportif. C'est assez marrant d'ailleurs, mais je vous raconterai ça maintenant, parce qu'il s'agissait de vendre du coaching sportif et je n'étais pas à l'aise à l'idée de vendre un service qui n'était pas le mien. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis tiens, je vais être performant dans la vente des autres, mais je ne suis pas à l'aise. Et donc je vais me forcer à le faire. Et quand on force quelque chose, de toute façon ça ne fonctionne pas. Donc c'est à cet instant-là, c'est vraiment à l'EGC, lors de ce concours commercial-là, que j'ai validé mon envie de dire je vais avoir mon entreprise. Après, j'ai eu envie de le faire. J'ai choisi d'aller en école de gestion et de commerce pour apprendre à diriger une entreprise et j'ai validé comme ça. C'est tout un process, hein. Ça n'arrive pas comme ça. C'est pas j'ai pris une décision et ça va. En fait, on prend du temps à prendre sa décision et c'est même en faisant le bilan des 5 ans de mon entreprise finalement après que j'ai vraiment pris la décision de vivre de cette entreprise. Et la troisième question justement, c'est pourquoi le coaching? J'aurais pu entreprendre dans beaucoup d'autres domaines. C'est vrai, parce que ma première idée d'entreprise, c'était d'ouvrir un vestiaire d'hommes. Parce que je travaillais alors l'idée d'entreprise, c'est que je savais que j'allais avoir mon entreprise, mais j'ai choisi vraiment le coaching. Pour moi, le coaching, ça allait être un truc à côté, mais ça allait toujours être présent. Et la première entreprise que je voulais ouvrir, c'était un tie-up pour hommes. Parce que quand je travaillais à la BNP en centre-ville Saint-Denis, il y avait un magasin dans l'angle juste à côté qui vendait des très beaux costumes. Et je voyais que ça partait, il allait partir à la retraite cette période. Je me dis tiens, j'aimerais bien reprendre ça pour avoir le beau magasin en bas et puis en haut une salle de réunion sur laquelle je pourrais faire d'autres entreprises et du coaching. Un peu comme Kingsman si vous avez vu le film. Mais c'est le coaching pour moi, ça a été un vecteur puisqu'on m'a dit je suis trop jeune pour faire du coaching. Et en même temps, c'est le coaching qui fait que j'apprends tout ce que je ne peux pas apprendre dans les autres métiers. Puisque comme je coach des dirigeants d'autres métiers, je coach d'autres personnes, je peux apprendre leur métier. Je peux découvrir leur métier. Puisque le coaching, ce n'est pas apprendre un métier à quelqu'un, c'est faire en sorte que les gens utilisent leurs compétences. Donc quand ils utilisent leurs compétences et qu'ils me le montrent et qu'ils me l'expliquent, comme je suis une éponge, j'apprends cette compétence-là. J'ai voulu faire du coaching vraiment pour ça. Parce que je sais que la valeur que j'ai, et ça remonte au collège quand je jouais aux jeux vidéo, j'ai toujours joué heal sur World of Warcraft, j'ai toujours joué support sur League of Legends. J'ai toujours été cette personne qui était à côté de la personne qui allait réussir. Et avec un rôle clé, un rôle important. C'est-à-dire la personne allait réussir, mais ma présence était importante pour l'aider. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le coaching. Et puis mon deuxième prénom, c'est Raphaël. Ça veut dire Dieu qui est guéri en hébreu. Et quand on lit la Bible, il y a un moment où il accompagne Tobias un petit moment sur son chemin et puis il le laisse partir. C'est un peu du coaching qu'il a fait finalement. Enfin, c'est l'interprétation que j'ai donnée. La question 4, c'est qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de créer une entreprise de coaching plutôt qu'un autre projet? C'est à force de finalement voir que j'avais les compétences. Et puis, ce qui se passe en 2018, c'est que je travaille en banque et je me retrouve à utiliser les techniques de PNL et de coaching que j'ai appris avec mes clients. Et je me dis, tiens, là, je gagne de l'argent en salaire et j'ai du temps libre pour pouvoir faire autre chose. Enfin, c'est ce que je croyais puisque j'ai ouvert l'entreprise et avec le basket, avec la fête surtout, je prenais de moins en moins de temps, mais les compétences, je les utilisais. Par contre, j'ouvre l'entreprise, je décide de me professionnaliser. Et c'est là que ça devient important puisque quand on fait les choses pour dire qu'on les fait, c'est intéressant, mais dès qu'on ouvre une entreprise, il y a une certaine éthique qui se met en place de manière inconsciente. Et automatiquement, je prends une formation professionnalisante avec un certificat RNCP. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est reconnu au niveau national et par le ministère de l'Emploi. Et donc, je décide de faire ces formations-là pour valider vraiment mon métier et faire en sorte de dire, OK, je crée mon entreprise pour ça. Pourquoi j'ai été convaincu de créer une entreprise? Parce que je savais que parler, ça voulait dire beaucoup, mais avoir un numéro SIRET, et avoir un engagement, un papier, un avis sirène dans sa main en disant ça c'est important, ça faisait la différence. Ce qui m'a convaincu d'ouvrir mon entreprise, c'est de pas savoir ce qu'il y avait à faire, mais de savoir qu'il y avait juste une chose à faire. C'était d'ouvrir. Vraiment, on se demande beaucoup pourquoi je devrais ouvrir une entreprise. Juste ouvrez en tant qu'auto-entrepreneur et vous verrez après. Au pire, vous la fermez parce que il y a plein de choses qui sont exonérées, mais c'est pas grave. Mais l'idée de le faire. Voilà, moi, ce qui m'a convaincu de le faire, c'est la curiosité surtout. Cinquième question, tu as créé ton entreprise alors que tu avais déjà un emploi, pourquoi ne pas avoir attendu? Parce que
En France, on a l'habitude de se dire tiens, comme je suis en emploi, j'ouvre pas l'entreprise tout de suite parce que j'ai pas le temps. Et il y a plein de jeunes entrepreneurs ou de personnes qui vont dire non mais c'est le meilleur moment, etc. Mais on le voit pas parce qu'on est occupé à autre chose. Et puis quand on est au chômage, on a beaucoup d'aides pour ouvrir son entreprise. Et beaucoup de personnes attendent d'avoir les aides pour ouvrir son entreprise. Mais le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous dit, enfin je crois que dans celui-là, ou alors c'est Warren Buffett qui dit, mais l'un des deux dit, on construit sa fortune à temps partiel. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un temps plein qui nous rapporte de quoi vivre. Et je l'ai appris à mes dépens puisque quand j'ai commencé à développer mon entreprise, parce que j'ouvre mon entreprise en 2018 et je quitte la BNP immédiatement derrière, ce qui se passe, déjà l'entreprise dans laquelle j'étais n'était pas forcément heureux que j'avais une entreprise. Et donc ce qui fait que j'allais pas forcément rester. Mais ce qui se passe surtout, c'est que j'ai pas forcément du temps que j'investis dedans. Et au début, je me dis non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis quand je commence à vendre mes services, ça devient complexe. Parce que je ne vends pas mes services pour du bonus et pour aider et pour apporter de la valeur. Je vends des services parce que j'ai besoin d'argent. Et là, ça devient compliqué. Si on vend ses premiers services parce qu'on a besoin d'argent, forcément, on est perdu par rapport à l'argent. C'est facile de travailler quelque part, d'avoir un salaire et de vendre des services. On n'a pas la donnée matérielle. Mais quand il s'agit de soi et de voir qu'on a besoin de cet argent pour manger, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que moi, je vous recommande encore aujourd'hui aux entrepreneurs d'avoir une capacité financière qui leur permet d'assumer un train de vie normal. Surtout qu'aujourd'hui, je suis père de 2 enfants et surtout marié. Donc, je me dis, assurez-vous quand même une partie de revenus. Et ensuite, quand ça c'est fait, orientez-vous vers l'entreprise. Si vous vivez chez papa, maman, c'est différent. Foncez. Mais essayez de gagner de l'argent rapidement avec développer cet instinct financier de se dire c'est du bonus et on s'amuse avec l'argent. La 6e question, c'est à quoi ressemblaient les premiers mois de mon entreprise? Beaucoup de coaching gratuit. J'ai commencé le coaching, moi si vous voulez, en faisant du coaching gratuitement et en payant des gens pour les accompagner. Quand je dis je payais des gens, c'est-à-dire je les invitais à manger, je dis ah tiens j'ai une technique de coaching à essayer, etc. Est-ce que je peux le faire avec toi, etc. Oui, ok. Et je les offrais des cafés. Et à la fin, ils me donnaient la valeur de la séance. Et c'est comme ça que j'ai construit. Beaucoup de personnes en fait veulent se lancer et vendre des services très chers. Moi, j'ai décidé de vraiment gagner de l'argent par l'expérience. Donc les premiers mois de coaching, c'était vraiment coaching gratuit. Le numéro SIRET m'a permis de faire des dons à des associations, de pouvoir faire des contrats et donc d'être dans une certaine déontologie et de rassurer les gens. Comme les gens voyaient que j'avais un numéro SIRET, et que j'étais jeune, ils se disaient vous avez une jeune entreprise, il y avait un premier gage de confiance, mais en même temps il n'y avait pas forcément d'argent. Mais ce qui était génial quand j'ai ouvert mon entreprise, c'est que le Covid est arrivé. Et le Covid étant arrivé, il ne restait que Instagram et j'ai commencé à faire une petite émission, je dis petite parce qu'elle durait pas longtemps. J'ai commencé à faire du contenu, à offrir énormément de valeur et j'ai écrit mon premier e-book qui s'appelait Habitus, qui est encore disponible aujourd'hui parce que je l'ai remis à jour. Mais qui permet de changer des habitudes. Donc en fait, les premiers mois de coaching, ça a été beaucoup d'investissement sans gagner d'argent. Je vous dis les premiers mois, c'est même les premières années. J'ai mis 3 ans avant de gagner de l'argent avec du coaching. Et ma famille qui me regardait avec les yeux comme ça, disant ça va nulle part cette histoire. Mais à côté, je faisais d'autres choses pour essayer de gagner de l'argent, mais toujours focus à me dire je vais gagner de l'argent. Et quand j'ai commencé à être payé pour mes premières séances de coaching, c'était fabuleux. Je me souviens, j'ai pris la première séance, c'était 80 €. Je faisais payer, c'était waouh, c'était magnifique. J'ai raconté que mon diplôme de coach a failli ne pas être validé. Oui, c'est vrai. Mon diplôme de coach, j'ai failli ne pas être certifié coach professionnel, non pas par manque de compétences, mais par inutilisation de l'outil qu'on me donnait. C'est-à-dire qu'on a validé que j'avais la fibre du coaching, on a validé que mes clients, parce que quand on passe un diplôme de coach, on a forcément 3 coachings volontaires à faire. Et donc, on a validé que les personnes ont eu des gains de cas, c'est-à-dire qu'ils ont progressé, etc. En plus, c'était prévu sur 8 séances. Moi, en 4-5 séances, c'était réglé l'histoire. On m'a dit, Sire, vous êtes un bon coach, mais faites attention, vous n'utilisez pas les outils qu'on vous a formés à utiliser. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, oui, j'ai une mallette à outils, mais c'est plus important pour moi de faire en sorte que la personne s'exprime que de l'enfermer dans un outil. Et on m'a expliqué, après, il y a un des membres du jury qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, refais un coaching en utilisant strictement les outils pour que tu puisses valider le cadre et ensuite tu pourras faire exactement comme tu as envie parce qu'on a validé le fait est que
oui, il n'y a pas besoin d'outils forcément pour coacher. C'est important d'en avoir pour te sortir de certaines situations, mais tu as cette fibre qui te permet que les gens s'expriment et règlent les cas rapidement. Donc continue là-dessus, mais il y a un moment, il faut être dans le cadre. Et il y a un moment, il faut pouvoir utiliser ton talent inné. Donc aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que le cadre, c'est important. Donc c'est pour ça que mes séances administrativement et de manière contractuelle sont très cadrées. Et ça peut permettre de faire plein de choses, le cadre. Après, à l'intérieur du cadre, je me permets d'être moi-même. Et je pense que chaque coach, en fait, devrait faire ça. C'est-à-dire installer un cadre qui est assez dur pour le coaching et la séance. Mais en même temps, à l'intérieur de ces séances, trouver là une immense joie et une certaine liberté. Un espace, en fait, qui est déconnecté du temps parce que le cadre le permet. Question d'un abonné. Quel a été ton plus gros frein pendant ces 7 années? La comparaison avec les mauvaises personnes. C'est ça qui a été mon plus grand frein. Et j'ai envie de vous dire parce que je le vivais comme un manque de considération des gens qui m'entouraient. Donc mon plus gros frein finalement, ça a été le manque de considération des proches. Parce que j'en faisais un problème. Récemment, j'ai échangé avec l'un de mes associés. Un problème, c'est quelque chose qu'on décide qui est un problème. Et moi, j'avais un problème à me dire que je veux que mon entourage proche comprenne mon métier. Donc ça a été le plus gros frein ces 7 premières années. Et c'est quand j'ai trouvé ma femme que ça s'est levé parce que je voyais que la personne que j'étais devenue au travers de mon métier m'a permis de me développer. Je vous dis, j'ouvre l'entreprise en 2019, pour être précis. Le 1er août 2019, ça fait 7 ans. Cette année-là, je rencontre ma femme. Et donc, les 6 premiers mois où je ne l'avais pas rencontrée, c'était complexe. Mais les 3 premières années, finalement, on s'est mis ensemble, on a commencé à investir du temps avec, on s'est mariés. Et c'est au mariage, donc 2 ans après, donc après 2 ans d'existence également de l'entreprise, où je me dis, tiens, la personne que je suis devenue depuis que j'ai ouvert mon entreprise m'a permis d'être marié et me permet aujourd'hui d'être père. Donc qu'est-ce que j'en ai à faire de la considération des gens que j'estime autour de moi? Puisque j'ai gagné de la considération des gens, de nouvelles personnes, et surtout des gens qui m'ont aidé vraiment et qui sont d'un niveau que j'aurais jamais cru fréquenter. Et ce n'est pas une attaque aux personnes qui m'entouraient à cette époque-là, puisque aujourd'hui j'ai la chance de côtoyer des dirigeants. Moi qui viens d'un milieu où on n'était pas riche, on n'était pas pauvre, c'est presque exceptionnel, c'est sorti de nulle part. Je viens d'un quartier, moi, qui s'appelle, c'est la rue d'Alsace à Saint-Denis, je viens de ce quartier-là. Et avant, c'était un autre quartier qui était un peu plus haut, qui s'appelait La Chaumière. On ne s'attend pas à sortir de là et être dirigeant. Donc, mon plus gros frein, ça a été vraiment la recherche de considération des mauvaises personnes. Donc, je vais plutôt le mettre comme ça. Si vous cherchez la considération des mauvaises personnes, forcément, vous ne l'aurez pas parce que ce n'est pas ces bonnes personnes qui peuvent vous juger et qui peuvent vous aider, parce qu'on juge les gens avec ses limites. Par contre, si vous allez chercher la considération des gens que vous estimiez comme des modèles, des vrais modèles de réussite, parce qu'ils ont ce que vous voulez, parce qu'ils ont traversé un chemin que vous arrivez à concevoir, ben, leur considération est importante. La considération des gens qui ne font pas ce que vous faites et qui ne... voilà, je ne sais même pas comment l'expliquer, à vous dire que ce n'est pas important. C'est sympa s'ils vous aiment bien, c'est sympa s'ils vous aident, d'autant plus que si c'est votre famille, c'est sympa qu'ils vous comprennent, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous ayez des résultats, parce que si vous gagnez de l'argent et que ça fonctionne, on s'en fout de la considération, ça fonctionne. Le Covid arrive quelques mois après la création de l'entreprise. Oui, comment je vis cette période? Difficilement. Mais j'ai la chance en fait de me dire que moi je fais ça pour m'amuser. L'argent, ça n'a jamais été un frein pour moi. Comme je dis, on n'a jamais été riche, on n'a jamais été pauvre, mais on n'a jamais manqué. Et j'ai un bon Dieu sur ma tête qui fait que quoi qu'il arrive, même si j'ai connu des galères avec la banque, etc., je suis toujours passé au travers. J'ai toujours, à un dernier moment, trouvé un contrat, fait quelque chose. Je me souviens, en 2021, quand ma femme m'annonce qu'elle est enceinte, le lendemain où je lui demande un mariage, 3 jours après, je reçois un mail de France Travail qui me dit, Pôle emploi à l'époque, il me dit « Vos ARE sont terminés ». Donc je vais me marier, j'attends un enfant qui arrive, 9 mois après, enfin plutôt 8 mois d'ailleurs, et j'ai plus d'argent. Et là, je veux développer mon entreprise. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti jouer au golf avec un ami, je suis rentré et j'avais la solution, c'est-à-dire trouver très rapidement un CDI, et j'ai la chance, enfin un CDD ou un travail. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai coaché des gens qui étaient très éloignés de l'emploi, parce que c'était des SDF, etc., et des alcooliques. Aujourd'hui, j'accompagne encore des personnes addictes. Donc, c'était vraiment ça. Le Covid,
c'était vraiment un moment c'était un sas pour moi. C'est le moment où ma barbe a poussé, le moment où j'ai arrêté mes addictions pour la plupart. C'est un moment où j'ai pu me concentrer sur moi-même. C'est un moment où j'ai appris à supprimer le bruit. Le Covid, c'est ça que ça m'a appris. C'est-à-dire que je pouvais être là et avec des gens autour de moi et être concentré à faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est la plus belle des compétences pour quelqu'un qui veut créer et être entrepreneur. C'est celle d'Elon Musk, c'est de supprimer le bruit. Alors, je ne vous dis pas d'arriver à son niveau. Si vous le pouvez, allez-y. Mais c'est cette capacité à être là et à faire ce que vous avez à faire. Le Covid m'a appris également à rapidement passer de la pensée à l'exécution. J'ai toujours été quelqu'un qui pense beaucoup, mais qui faisait très peu avec ses mains. Aujourd'hui, je fais beaucoup de choses avec mes mains, je m'occupe du jardin, je construis des choses avec mes mains, etc. Mais parce que je sais à quel point c'est important de passer à l'exécution. J'ai très peu de temps de latence entre une idée et ça. Par exemple, la vidéo que je suis en train de faire, je l'ai pensée, il est 18h au moment où je la tourne là, je l'ai pensée à 14h. Donc le temps de sortir mes enfants, etc. et de rentrer, je m'habille et je tourne la vidéo. Très peu de temps entre la réflexion et l'exécution. Et c'est ça que le Covid m'a appris parce que ça va très très vite. Du jour au lendemain, on peut faire d'autres choses. Et un virus, une erreur, crée des opportunités parce que le Covid, c'était une erreur quelque part et ça a créé des opportunités pour beaucoup plus de personnes après. Donc c'est pas grave si c'est pas bon, faites-le. Et vous allez l'améliorer. Qui c'est quelqu'un qui regardera cette vidéo me proposera peut-être de faire une vraie interview et d'avoir un contenu de plus qualité. Ou peut-être que je me relancerai sur YouTube après ça. 10. Je dis souvent que mon entreprise a changé ma façon d'aimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, mon entreprise a changé ma façon d'aimer parce qu'avant, je pensais que l'aimer, c'était une réciprocité. Aujourd'hui, je sais qu'aimer, c'est donner. C'est comme le pardon. C'est pars et donne. En fait, c'est vous enlever la culpabilité. C'est pars et je te donne la paix. Je t'enlève la culpabilité de l'attaque que tu m'as fait. Et surtout, l'amour aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez haut puisque j'ai eu la chance d'être Mister Réunion également en 2018. Donc juste avant l'ouverture, juste avant l'ouverture de mon entreprise, voilà. Et je sais que aimer finalement c'est un verbe. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'aimer pour qu'il y ait de l'amour. S'il y a quelqu'un en face de vous et que vous n'avez pas d'amour, c'est que vous ne l'aimez pas. Donc trouver une raison de l'aimer, avoir un peu d'affinité. Et aimer, c'est pas quelque chose de waouh en fait. C'est juste une sensation de je suis en paix avec moi-même. Je suis tellement aligné avec ce que je fais. Je prends tellement mes responsabilités que la faiblesse de l'autre ne va pas m'impacter. Donc quand je suis devenu entrepreneur, je me suis rendu compte que ça allait me demander une grosse dose d'amour pour moi. Et que la seule chose que je pouvais faire, c'est avoir tellement d'amour pour moi que je suis obligé de le partager pour les autres. Et je passe des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Avec le recul, quelles sont les compétences que le salariat t'a apportées que tu n'auras probablement pas jamais apprises seul? Alors, le salariat m'a permis de mettre en pratique mes compétences. Et après ce premier travail que j'ai pris, on m'a recruté dans un centre de formation où j'ai appris à vendre des formations. Et c'est une aubaine puisque j'ai été commercial en formation. Ça m'a permis donc d'aller sur le terrain. Puisque dans une ère digitale, moi je traînais dans les rues de ma ville pour vendre vraiment le service de mon entreprise. Ça m'a appris à vendre ça, à faire des fiches, à regarder comment marketer, mais à vendre surtout des formations. Donc la banque, l'association à laquelle j'ai travaillé et le centre de formation m'ont permis vraiment d'être au contact de des gens et d'utiliser mes compétences au maximum parce que je n'ai pas à aller chercher des gens, les gens viennent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je recommande à plein de personnes qui veulent développer leurs compétences de prendre un salaire puisqu'on est payé à apprendre. Moi je dis toujours à mes employeurs merci beaucoup parce que vous m'avez payé à apprendre à utiliser mes compétences et en apprendre d'autres par votre métier. Aujourd'hui je sais manipuler de l'argent, je sais vendre des formations, je sais coacher, je sais diriger l'entreprise, je sais faire énormément de choses parce que j'ai été salarié et je faisais par contre beaucoup plus que ce pourquoi j'étais payé, ce qui fait qu'à un moment j'ai dû arrêter. Mais c'est ça que ça m'a appris, c'est-à-dire de fournir et de produire. La productivité, c'est important. Je me réveillais à 4h du matin pour produire. On finissait tard le soir avec mon dernier dirigeant, avec qui j'ai de bonnes fréquentations aujourd'hui. On se réveillait à 4h, on allait faire le tour de l'île pour aller vendre des choses. On travaillait jusqu'à 21h pour concevoir. C'est vraiment génial. J'avais ce goût du travail bien frais, comme dirait le scribe dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Question d'un abonné, qu'est-ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours? C'est vraiment clarifier mes idées,
c'est-à-dire chercher la définition de ce que ça veut dire et me confronter aux autres. Mais ce qui m'a vraiment le plus aidé dans mon parcours, c'est d'aller me faire voir, comme je dis. Parce que mes mentors, les deux que j'ai eus dans le coaching et le business, sont des gens qui ne se montrent pas forcément. Ils se montrent à un certain moment, mais ils laissent leur expertise parler. Ils ont 50 ans. Moi, mon expertise, elle va mettre encore du temps à parler. Par contre, faire parler de moi, je sais le faire. De la bonne manière, je sais le faire. Avec le basket, j'ai appris à le faire. Il faut juste se montrer. Donc l'exercice qui m'a le plus aidé dans mon parcours, c'est de me montrer. Comme là, je me montre, les gens vont me critiquer, certains vont m'aduler, certains vont m'encenser, certains vont me dire que ce que je fais c'est complètement à côté de la plaque, certains vont me dire que le soleil s'est couché, on ne te voit plus, certains vont se dire ah t'aurais pas dû mettre en 0,5 la vidéo, t'aurais dû faire autre chose. Vous voyez tous ces commentaires là, je les ai parce que je suis en train de me montrer. Donc moi je pense que l'extraviation est la bonne façon de vivre avec les autres. Donc ce qui m'a le plus aidé, l'exercice, c'est de me montrer de plus en plus. À quel moment j'ai compris qu'il fallait arrêter d'attendre et de développer mon entreprise à plein temps? Étrangement, la vie propose toujours la même leçon jusqu'à ce qu'on apprenne. La première fois que je voulais développer mon entreprise à plein temps, on m'annonce l'arrivée de mon premier enfant et donc je me rétracte. Et quand je prends une deuxième fois cette décision, on m'annonce l'arrivée de mon deuxième enfant et cette fois je poursuis. Ce qui m'a vraiment fait comprendre que je devais arrêter d'attendre et développer enfin mon entreprise, c'est que j'avais eu trop de retours de gens qui me disaient que ce que je fais fonctionnait. C'était devenu évident. En fait, je pense que on doit pousser sa curiosité et son apprentissage jusqu'à ce que ça devienne une évidence de faire ce qu'on fait. Je ne vois pas aujourd'hui ce que j'aurais pu faire d'autre que le coaching. Et mon histoire raconte ça, hein, depuis que j'ai 14 ans, etc. etc. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre à part coacher des gens et monter d'autres entreprises parce que je suis en train de monter une industrie, etc. Si je regarde les 7 dernières années, quelle est la plus grande leçon d'entrepreneuriat que personne ne m'avait enseignée? C'est… en fait, on me l'a enseigné, mais je n'ai pas écouté. Donc la plus belle leçon qu'on ne m'a pas enseignée, c'est qu'on nous a déjà tout dit. C'est juste nous qui ne le faisons pas. Et la simplicité mêlée avec l'envie, c'est-à-dire avec l'intention posée au bon endroit, est ce qui fonctionne le mieux. Si vous avez envie de boire un café, vous savez un café, vous le buvez. C'est évident. Donc si vous avez envie d'avoir de l'argent et de créer une entreprise et gagner de l'argent. C'est évident. Et surtout, c'est la notion de… On ne se demande pas si un entrepreneur fait de l'argent. On se demande comment il le fait. On ne se demande pas pourquoi un poisson nage. On se demande comment il nage. Donc ce qu'on ne m'a pas appris, c'est que… C'est exactement ce que je viens de dire avant, c'est que ça devient tellement évident que vous ne pouvez pas faire autre chose et que la vraie liberté, c'est d'avoir la contrainte de choisir comment vous allez réussir. Pour moi, la vraie liberté, c'est ça. Question d'un abonné, qu'est-ce qui a fait une vraie différence dans ton parcours? La bonne rencontre, la régularité, le coaching ou autre chose? C'est la bonne rencontre, mais surtout l'utilisation de toutes mes compétences. On m'a expliqué qu'un coach doit communiquer d'une certaine manière. Aujourd'hui, je fais totalement comme j'ai envie puisque je suis slammer, parce que j'aime les beaux vêtements, parce que j'aime faire du mannequinat, parce que j'aime ma famille, parce que j'aime les plantes, parce que j'aime la Réunion, mon île. Et comme Miem touche à l'an, en fait, le truc c'est de se dire, aujourd'hui ce qui fait la différence dans mon parcours, c'est oui, il y a un métier, oui, je suis comparé à d'autres coachs et je suis OK avec ça puisque ça veut dire que je fais partie de la bonne catégorie, mais je ne dois pas me limiter à la manière dont les gens le font. C'est-à-dire, je fais 10 à 12 contenus par jour sur les réseaux par exemple, je vais en faire 2-3 qui vont vraiment rentrer dans le moule et tout le reste c'est vraiment du freestyle pour vraiment essayer de m'amuser. Pardon. Si tu pouvais parler à Cyr du 1er août 2019, le jour où il reçoit son siret, que lui dirais-tu aujourd'hui? Tous les jours, fais quelque chose qui fera avancer ton entreprise. Et tous les jours, fais quelque chose qui te rend heureux. Parce que je pense que c'est ce que j'ai fait bon gré moi-même. C'est ce que je pense que j'ai fait et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, en fait, je fais surtout ce qui est important pour développer mon entreprise et ce qui me rend heureux. Et je vois mon chiffre d'affaires monter, peut-être pas de manière fulgurante, mais de manière significative quand même. Il faut que j'allume la lumière. Tu peux allumer la lumière pour moi, s'il te plaît?
Et donc, reprenons. Il me reste 5 questions. J'ai choisi de vendre mes services alors que j'ai parlé souvent de mon envie de vendre des produits. Ouais, parce que moi, on m'a expliqué que vendre des produits, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf que pour vendre des produits, il faut avoir un début d'argent. Chose que je n'avais pas du tout. Moi, j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur avec moins 4 000 euros. Hein. Même plus. Avec moins 24 450 pour être exact, puisque j'avais un crédit étudiant sur le dos, des dettes, un découvert bancaire, et je devais de l'argent à plein de gens. Donc voilà, donc quand on démarre avec moins 24 450, on ne se dit pas je vais investir pour acheter et revendre. On se dit qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, les services que j'apporte m'ont permis de côtoyer plusieurs personnes. J'ai lancé quelques entreprises également. Certaines ont fonctionné, certaines ont échoué et certaines, en fait, je les ai données à des gens pour qu'ils s'en occupent parce que ça ne me faisait pas plus kiffer que ça. Aujourd'hui, je suis en train de travailler vraiment sur un vrai produit qui m'intéresse vraiment, qui réunit un peu l'ensemble de ce que j'ai envie de faire et j'ai trouvé des associés là-dedans. Moi, ce qui m'empêchait de vendre une industrie, c'est que j'aime pas faire les choses seul. Faire du coaching, je le ferai toujours tout seul. Mais lancer des produits, j'ai envie de vivre une aventure avec des camarades surtout et qu'on s'amuse et qu'on soit dans les ateliers comme ça, en train de créer, en train d'emballer. Moi, j'aime bien faire ça avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'étais souvent concentré sur l'entreprise de service. En 7 ans, qu'as-tu construit de là ton entreprise du coaching? Alors, les conférences, le Club Emeraude, l'association réunionnaise de coaching que j'ai récupérée, les partenariats surtout. Mais ce que j'ai construit au-delà, mon entreprise de coaching construit des gens heureux et performants capables de rendre d'autres personnes heureuses et performantes. En 7 ans, que les gens m'ont payé ou m'ont pas payé, toute personne qui m'a fréquenté ont découvert cette capacité qu'ils avaient d'être heureux et performants et de rendre les autres heureuses et performantes. J'ai même des gens qui ont dit Assir, c'est tellement cool que je vais devenir coach à ta place. J'ai même des gens que j'ai coachés qui sont tombés dans la main de proches et c'est mes proches qui ont continué à les accompagner. De ce que j'ai construit finalement va au-delà de ce que moi je pensais. C'est que quand je regarde mon environnement, avant de lancer mon entreprise, il n'y avait pas de succès autour de moi. Aujourd'hui, la plupart des gens que je fréquente ont du succès. Alors je ne dis pas que dans mes cercles, c'est grâce à moi, mais on a tous évolué. Et je pense que parce que moi j'ai pris ma responsabilité, fait qu'aujourd'hui, par le dérangement que je provoque naturellement par mes compétences, fait que ça les a aidés à se remettre en question. Si c'est vrai, tant mieux. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que vous avez eu une autre aide et c'est tant mieux parce que mon but, c'est de former des gens qui vont aider. Aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai des gens qui viennent me voir en me disant telle personne les a aidés et cette personne, c'est moi qui l'ai coaché. Et ça, c'est cool. Je ne vais pas le dire. Et ça, c'est intéressant parce que je vois que ça fonctionne. C'est comme mes mentors. Aujourd'hui, ils voient que j'accompagne des gens et que mes clients utilisent des choses. Mais au fur et à mesure, ils remontent. Et ils se disent, tiens, l'impact, l'arborescence est formidable. Moi, je veux avoir un impact sur toutes ces personnes que je ne connaîtrai jamais et qui ne me connaîtront jamais. Voilà. Question d'un abonné. Pour moi, c'est quoi le meilleur lieu de travail? C'est forcément en dehors de chez soi. Je suis contre le télétravail. Parce que le télétravail fait qu'on est chez soi. Et là, par exemple, je suis chez moi. C'est important, c'est intéressant. J'arrive à me caler là, bientôt une demi-heure pour faire cette vidéo. Je pense que j'ai pas le chrono. Mais je vois mon chat, je vois mes enfants, je vois ma maison. Je vois qu'il y a d'autres choses à faire. Par contre, dans un lieu de travail, on ne peut que travailler. Ici, je dois faire un travail pour effacer le bruit. Dehors, non. Et je vais même vous dire que hier, j'étais avec mes enfants, donc c'était samedi, j'ai profité avec eux. Donc le matin, quand ils dormaient, pour moi, c'est magnifique parce qu'ils dorment, donc je suis en train de bosser. Quand ils se réveillent, je passe du temps avec eux. Et puis, je les ai laissés avec mes parents et je suis parti faire un tour en ville. Et j'ai rencontré des dirigeants entrepreneurs et j'ai travaillé comme ça. C'est-à-dire que dès que vous êtes dehors, dès que vous êtes en train de rencontrer du monde, c'est important. Donc pour moi, c'est très important d'être dehors. Par contre, je ne vais pas dans les espaces de coworking parce que les gens fuient un endroit pour aller quelque part, mais ils ramènent leur incapacité à être stable. Donc moi, je dis, en gros, le meilleur lieu de travail, c'est le lieu où on arrive à supprimer le bruit au maximum et ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Là, pour moi, par exemple, cette vidéo, le meilleur lieu, c'est ici. Pour coacher des gens, le meilleur lieu, c'est des hôtels et des restaurants. Le meilleur lieu pour moi créer,
c'est chez moi entre 4h et 6h du matin ou alors enfermé dans une bibliothèque. Le meilleur lieu pour moi vendre des choses, c'est partout. C'est partout. Et le meilleur lieu pour moi tourner des vidéos, ça serait sur scène. Donc le meilleur lieu, c'est vraiment l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, mais surtout où vous pourrez décider du meilleur lieu de travail après avoir développé la compétence d'être vraiment centré à faire ce que vous devez faire. 23. Beaucoup disent qu'un coach doit écrire un livre. Toi, pourquoi tu as ressenti ce besoin? Oui, on dit que les coachs doivent écrire des livres. En fait, c'est vrai. Moi, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Habitus parce que c'était une technique de coaching que j'utilisais, ça fonctionnait, donc je l'ai donné à un maximum de gens. En fait, le coaching, c'est vraiment pas enseigner aux gens des choses. Ça, je le fais avec le Club Emerald parce que c'est des principes. Mais même là, venez, vous allez voir que j'enseigne des principes, mais les gens font ce qu'ils veulent avec et je les coach à les utiliser. Écrire un livre, c'est cool parce que vous consignez énormément de pensées qui fonctionnent, qui ont déjà fonctionné avec des gens. Les gens vont pouvoir l'utiliser et s'ils veulent aller plus loin, ça va leur permettre d'aller sur des services premium. Pourquoi c'est important pour un coach d'écrire des livres? Parce que c'est un service qui ne coûte pas cher, ça coûte une vingtaine d'euros les livres que je vends. Et l'e-book, ça coûte je crois que 5 ou 8 euros, quelque chose comme ça, je ne sais même pas pour vous dire. Sachant que j'offre l'e-book aux gens qui démarrent le coaching avec moi et qui rentrent dans le club. En fait, ça permet aux gens d'être aidés pour pas grand-chose. Mais ça leur permet aussi de payer pour être aidés. Parce que si vous aidez les gens gratuitement, ils vont avoir de la culpabilité parce qu'ils ont l'impression de vous devoir quelque chose. Parce que si vous dites que vous les aidez et qu'ils achètent un livre, la transaction est faite et ils peuvent récupérer la compétence pour eux. Donc j'ai écrit le premier e-book qui s'appelle Habitus, en référence aux travaux de Pierre Bourdieu. Et j'ai déconstruit ça totalement en disant qu'on ne devient pas ce qu'on fait de nous, mais on devient ce que nous on peut faire de nous. Le deuxième livre que j'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit, pardon, ça s'appelle Tire la chiasse. Ça veut dire enlever la malchance. Et donc c'est venu après ma volonté de redevenir pleinement réunionnais parce que moi j'ai été un peu saqué par les gens de mon île puisque j'étais mal. Enfin, je sais pas, c'est des histoires et je trouve que je me suis mal comporté aussi. Donc aujourd'hui, je suis 100% réunionnais, je m'habille comme ça, j'ai aucun problème avec ça. Et j'ai aucun problème à l'idée de réussir en tant que réunionnais. Donc de là est né le fait d'enlever ma malchance et donc de tirer la chiasse. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire, arriver à un endroit et que les gens se sentent naturellement mieux. Donc j'ai commencé ce travail-là et je le continue. Donc j'ai écrit un premier manifeste. Parce que c'est un manifeste de ce que j'ai envie pour mon île. Et le deuxième livre s'appelle Être véritablement HP. Parce que les gens disent que je suis intelligent et les gens disent qu'ils sont intelligents. Donc soyons véritablement HP. Il me reste donc 2 questions. Question d'un abonné, quelles sont les choses qui sont produites pendant ces 7 années que tu n'aurais absolument imaginé? Et quand j'ai démarré mon entreprise, j'aurais jamais imaginé que j'aurais trouvé ma femme rapidement, que j'aurais eu mes enfants rapidement. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'aurais jamais imaginé déjà arriver 7 ans après et être sur une terrasse comme ça et que c'est mon entreprise qui me permet de financer ça. En fait, je viens d'un monde où l'entreprise pour nous, si on monte une entreprise, c'est forcément à perte et qu'on va devoir tricher. J'aurais jamais pensé qu'en 7 ans, avec honnêteté, je me serais développé et j'aurais fait de magnifiques rencontres, trouver des associés, être dans des podcasts, devenir Mister Réunion, ça c'était avant, mais j'aurais jamais imaginé tout ça. Donc quelque chose qui s'est produit pendant ces 7 années que je n'aurais jamais absolument imaginé. Finalement, si, c'est d'avoir pris la présidence de l'association réunionnaise de coaching. Parce qu'on m'a enseigné qu'un coach doit se battre sur son marché. Aujourd'hui, la chose que je fais, c'est de réunir des coachs pour qu'on se batte entre nous. Ensemble et pas entre nous. Parce que nous sommes bientôt 1 million à La Réunion. Et je n'ai pas la prétention de coacher 1 million de personnes. Par contre, j'ai l'idée de me dire que si on se réunit ensemble, avec plusieurs coachs, on peut aider toute la Réunion tout entière. Et donc, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est ça, c'est de trouver un terrain où je peux donner beaucoup plus que ce que je prends. Dernière question. Quand tu regardes ces 7 prochaines années, qu'est-ce que tu espères pouvoir raconter dans la prochaine interview? Les 7 prochaines années, j'espère être millionnaire, voire milliardaire. Pourquoi pas? Dans les 7 prochaines années, j'aimerais surtout avoir une industrie qui tourne. J'aimerais avoir le club Emerald qui est plein et des coachs qui soient formés et qui coachent au sein du club. J'en ai déjà un qui est en train de monter là.
J'aimerais avoir monté une collection de 7 livres. Dans 7 ans, mes enfants seront presque au collège, donc j'aurais aimé faire le tour du monde. Mais dans 7 ans, il n'y a qu'une seule chose que je veux. Et une chose que je voudrais bien, c'est ouvrir un centre de réhabilitation pour les gens. Parce que c'est un rêve que je discutais avec mon père, c'est les gens quand ils sont éloignés d'un coup parce qu'ils ont commis des erreurs et qu'ils veulent se réinsérer. Régulièrement, on les fait culpabiliser pour se réinsérer en disant vous ne devez pas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Moi, j'aimerais avoir un centre de coaching volontaire qui réhabilite les gens et qui les permette de se défaire d'énormément de problématiques pour petit à petit se reconstruire et faire en sorte que la génération qui vient après eux soit nettement meilleure. Mais ce que j'espère pouvoir raconter dans la prochaine interview, donc en 2000, ça va être quand ça? Ça va être en 2033. C'est d'avoir fait plusieurs séminaires à La Réunion dans plus de 3000 à 5000 personnes. Merci de m'avoir écouté. C'était très intéressant pour moi de faire cet exercice pour moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, échangeons et dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, vous n'entendrez pas ce que j'entends dire. Mais en tout cas, je suis très heureux parce que là, je vais avoir la capacité et la preuve que j'ai fait quelque chose. Ciao!